Nous sommes aujourd'hui donc à la Casa Panerai au 120 avenue des Champs-Élysées. Nous avons la chance d'être avec Mike Horn. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Mike Horn, ce qu'on en a trouvé, il est là en chair et en os et on va pouvoir échanger avec lui. Mais c'est chez moi ici. Bonjour Mike, merci de nous recevoir chez toi, chez Panerai, qui est un petit peu ta maison. Pourrais-tu te décrire brièvement, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a encore peut-être, est-ce qu'on doit vraiment t'appeler le plus grand aventurier du monde? Écoute, pas vraiment encore. Je pense que ça fait 30 ans que je suis un athlète professionnel qui me permet d'être payé de faire ce que je fais. Et puis après 30 ans, quand tu as fait 27 tours du monde sur un bateau à voile, tu as traversé les deux pôles, tu as descendu de l'Amazone à la nage, tu as fait un tour du monde sur l'équateur, c'est sûr que on a fait plein de petites choses autour du monde. Et puis, heureusement, en fait, je suis toujours vivant. Et puis, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est que des fois, comme explorateur et comme aventurier, on perd notre vie tôt dans l'exploration, parce qu'on prend quand même des risques. Tu tires quand même un peu sur la corde. Ça veut dire qu'on tire un peu sur la corde, et puis chaque année, c'est une année de plus, et puis ça nous permet en fait de faire plein d'explorations et d'être des meilleurs, je pense pas, mais vraiment variés dans l'exploration. Des premières expéditions, on était plutôt dans la jungle, et puis après, ça finit au pôle. On va revenir sur toutes les explorations. On a une première partie, on l'a appelée Extreme Mike, et on va revenir justement sur tous tes exploits dans le milieu de l'horlogerie. On aime bien la précision, l'innovation, les exploits. Donc ça va être la première partie de l'interview. Donc première question, Marine. Ouais, on va essayer un peu de te demander ce que tu as fait de plus dingue à travers une petite série de questions. Alors je commence. Quelle a été la température la plus basse que tu as endurée? Moi, la température du plus basse que j'ai endurée, c'était moins 70 degrés. C'était pendant la traversée de l'Antarctique en 2017. C'est encore pire que je pensais. Je pensais que c'était moins 62. C'est moins 62. Ouais, moins 62 était pendant l'expédition Arctos, quand j'étais dans la région de Yakoutia, au nord de la Sibérie, où j'étais là en plein l'hiver. Ce n'était pas prévu que je me retrouvais à Yakoutia à cette période-là, mais les Russes me mis en prison pendant 32 jours et puis j'ai pris un peu de retard. Ouais. Moins 70. Mais en prison, j'étais beaucoup plus confortable que dans ma tente, parce que dans la tente, il fait moins 40, moins 50. Et en prison, il fait moins 10. Relativement confortable. Et à l'opposé, quelle est la température la plus haute que tu aies connue? Écoute, c'est sûr que moi, j'aime bien aussi, je suis né en Afrique du Sud, puis on a la Namib, désert de Namib qui est Namibie, au nord de l'Afrique du Sud. Et puis, c'est sûr que là, les températures peuvent monter dans les 50. Et puis, les différences de température qu'on peut avoir entre plus 50 et moins 10 la nuit, c'est peut-être la différence de température. L'amplitude est énorme. Est énorme. Et puis là, il faut s'adapter aux deux extrêmes. Et quelle est maintenant l'ascension la plus haute que tu as gravie? L'ascension la plus haute, c'était Makalu, c'est la 5e plus haute sommet du monde. Malheureusement, j'ai tenté de faire les K2 3 fois et puis j'ai arrivé à 200 mètres du sommet. Et c'est sûr que les conditions n'étaient pas très favorables. Il y avait un peu la neige qui accumulait derrière l'entonnoir du K2. Et puis, c'était un risque d'avalanche trop important pour moi. C'est sûr que peut-être là, à 200 mètres du sommet, c'est l'altitude la plus haute que j'ai été, mais ce n'était pas du sommet. Ça veut dire que ça ne compte pas vraiment. Mais comme quoi, il y a encore des choses que tu n'as pas faites. Ouais, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais bien faire. Et puis, les K2, c'est sûr que c'est aussi, ça fait un rêve. Quand tu
Imagine, tu peux dessiner une montagne. Et chaque enfant dessine une montagne un peu avec un pic. Et ça, c'est K2. C'est un pic, une montagne que chaque gamin, il dessine dans sa tête. Everest, c'est plutôt une montagne un peu comme ça. Et puis, K2, c'est vraiment, wow. Ouais, la montagne, on peut dire sauvage et la montagne des montagnes. Et à l'opposé, la plongée la plus profonde que tu as effectuée? Oui, c'est sûr que là, on plonge, malheureusement, je plonge pas professionnellement, mais je plonge avec un PADI qui me permet d'aller à 60 mètres et tout ça. Et puis pour moi, ça c'est avec mes filles et tout ça. On préfère de plonger un tout petit peu moins profond parce qu'on voit encore des choses. Les plus profonds qu'on va, les moins de choses il y a. Ça veut dire que, oui, j'ai encore 2-3 petits projets d'essayer d'y aller dans la fosse de Mariana qui est à 11 000 mètres. Et puis là, ils font sous-marin. Et puis c'est aussi un autre budget. Et puis on est un peu plus passif quand on descend dans un sous-marin à 11 000 mètres. Et puis moi, je suis toujours quelqu'un qui aime l'activité en lui-même. L'activité physique me permet de repousser un peu mes limites, aussi de retrouver la fatigue que j'aime bien. Et puis après, aussi mentalement, dès que tu arrives d'être un peu fatigué, pas trop sûr de toi, que l'aliment a une influence sur tes décisions quand il y a des vents, par exemple, ou des tempêtes de neige. J'aime bien être exposé, en fait, à la nature. Et quelle a été ta plus grande frayeur? Quoi, il y a plusieurs. J'imagine. Il y a un peu plusieurs. Mais que je veux dire, c'est que il y a rien entre la vie et la mort. Soit tu es vivant ou tu es mort. Ça veut dire qu'une frayeur, c'est juste normal. C'est des choses qui se passent dans ta vie. Et si tu n'es pas mort parce qu'il y a un caillou qui a tombé de ça à ta tête, tu es toujours vivant. C'est-à-dire que la philosophie que j'ai, c'est que, en fait, si c'est loupé, c'est loupé. C'est pas presque mort ou presque vivant. Mais c'est sûr que quand je me fais piquer par un serpent pendant l'expédition de latitude 0 dans la jungle, et tu deviens aveugle, tu vois plus rien, tu es complètement empoisonné par les venants des serpents, là, tu as des doutes sur si tu vas mourir ou pas. En même temps, j'ai été mis devant un peloton d'exécution au Congo où ils ont tué l'autre gars qui était à côté de moi. Et s'ils ont décidé de tirer sur moi en première, c'était lui qui était vivant et moi qui étais mort. Est-ce que c'est peut-être près ou proche de la mort? Non, parce que moi, je n'étais pas prêt de mourir. Lui, la nuit avant, il a dit « on va mourir demain, on va mourir ». Et puis moi, j'ai dit « non, je ne meurs pas demain ». Et puis, dans la manière que tu penses aussi, ça te permet d'avoir une chance de rester vivant. Puis après, c'est sûr que, en fait, dernièrement, il y avait un iceberg qui a tombé sur ma gueule. Et je me retrouvais dans l'eau à 2 degrés. Et puis, c'est justement... ça fait tellement partie de notre vie quotidienne. Et puis, c'est presque... ça qui rend notre vie intéressante et excitante. Et puis, s'il n'y a pas toute cette inconnue, s'il y a trop de choses programmées, ça ne vaut pas la peine d'aller explorer si tu veux maîtriser tout. Et alors, à l'opposé, quelle a été ta plus grande joie? Ah ouais, mais c'est certainement quand je trouvais ma femme. D'abord, c'est quand tu réalises que c'est vraiment la femme que tu veux marier. Et puis après, un moment plus tard, tu as c'est savoir que c'est vrai et réel. Et elle te donne toute la liberté de faire ce que tu veux faire dans la vie. Et puis, c'est justement là où tu dis, mais waouh, ça t'aide d'une manière que beaucoup de gens ne pensent pas.
psychologiquement, si tu es aimé à la maison, tu vas rentrer à la maison. Et c'est une raison de rester vivant. Si tu es aimé à la maison, c'est aussi là où les gens qui t'aiment vont t'aider de partir et d'assurer que tu pars dans les meilleures conditions. Et puis, cet amour qu'on peut avoir, pas seulement pour la vie, mais pour quelqu'un d'autre, c'est quand même un moment de satisfaction. Et quelle a été la plus grande distance que tu as parcourue en une seule fois? Wow, ça c'est certainement peut-être en Antarctique. Quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai fait 560 km en jour avec un kite. Et puis c'est sur les skis. Et puis là, c'est quand tu commences à faire des distances comme ça, c'est un peu des distances qui est équivalent à une distance en voiture. Si tu veux dire que, est-ce que j'ai un avion, j'ai fait beaucoup plus. Mais que je veux dire, moi, toute seule, avec que sur les skis et puis avec un kite que je dois manœuvrer, manier à moins 40, à moins 50, là où personne n'a jamais traversé, ouais, c'était pendant l'expédition de... Alors que parfois dans la journée, tu en faisais à peine 10. Oui. Après, au pôle Nord, juste quand j'ai fait ces tours du monde en passant par les deux pôles, je marchais 11 jours pour rester sur place parce que la glace dérivait en arrière beaucoup plus vite que moi je pouvais avancer. C'est-à-dire qu'à marcher 10 heures par jour pendant 11 jours et tu fais 0 km de progrès, des fois c'est un peu dégoûtant. Mais c'est aussi intéressant de savoir, même s'il y a 0 de progrès, tu as toujours avancé. Parce que si tu restais dans la tente et puis tu râlais parce que les conditions ne sont pas beaux, tu étais à moins 500 km. Ces moments quand tu n'avances pas vraiment, c'est aussi des moments que tu te bats, que tu retrouves des ressources que j'aime parce que ça me donne toujours une chance d'arriver au bout. Si à ce moment-là, je ne sors pas la tente, si je ne tire pas ma luge, je recule vraiment à 30, 40, 50 km par jour. Et quel était l'animal sauvage qui t'a le plus impressionné? Wow, mais c'est des ours polaires. Hein. Imagine un ours polaire, il peut marcher 80 km par jour sans prendre pause. Un ours polaire peut aussi nager 100 km. Et puis un ours polaire, ils sont à 50 km. Ça veut dire qu'en fait, si je brosse mes dents les matins dans la tente, ils me sont à 50 km. Il sait que je suis là. Après, s'il vient, il va venir beaucoup plus vite que moi, je peux m'échapper. Ça veut dire qu'en fait, des apex, des animaux qui est au sommet de la chaîne de nourriture, comme des lions, comme des ours polaires, et tout ça, pour moi, c'est toujours, moi j'ai un grand respect d'abord, et puis j'essaie toujours de regarder ce qu'ils font mieux que moi. Et puis quand tu peux apprendre à travers de ce qu'ils font mieux que toi, et tu peux l'approprier à ta vie, tu as les outils nécessaires de cohabiter, en fait, dans la nature avec eux. Alors merci. À présent, on va un peu évoquer ta relation avec Panerai. Panerai qui est bien connu, qui est une manufacture bien connue pour ses montres au design vraiment singulier, particulier, ce boîtier qu'on reconnaît entre mille. C'est des montres qui sont taillées pour l'aventure et les exploits. Ouais. Donc on comprend pourquoi aujourd'hui tu es ambassadeur de la marque. Donc voilà, on va chercher un peu à en savoir plus sur ta relation avec Panerai. Sur ta rencontre avec la marque, quel est aujourd'hui ton rôle en tant qu'ambassadeur de la marque? Écoute, moi, Panerai était une montre qui était faite pour les plongeurs italiens, militaires. Et puis, parce que j'étais aussi dans la force spéciale de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, on regarde un peu des matériels que les forces spéciales utilisent autour du monde. Et je connaissais bien Panerai. Et puis par leurs instruments qu'ils faisaient pour les plongeurs italiens.
Et moi, comme plongeur, mais pas un plongeur professionnel, j'aimais en fait ce qu'il faisait parce que c'était quelque chose qui a eu une identité, quelque chose qui était un peu unique. Et puis, je me rappelle très bien quand du groupe Richemont, Monsieur Rupert, il y avait quelqu'un qui s'appelait un Italien, qui vivait en Italie, c'était pas un Italien, c'était un Serbe, Monty Shadow, il est venu vers Monsieur Rupert en disant « Mais wow, il y a cette montre italienne qui s'appelle Panerai ». Et Monsieur Rupert a vu ça, et il a une vision aussi qui a tout de suite, il a saisi cette opportunité pour acheter ce que Panerai a fait dans les mouvements, dans leurs archives et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, il a acheté une marque qui n'était pas du tout connue. Et puis, à l'époque, moi, à Monaco, j'ai reçu un prix pour un des meilleurs aventuriers du monde. Mais j'étais seul de mon catégorie. C'est pour ça que j'ai gagné des prix. Et à cette glorieuse cérémonie, c'est une cérémonie où chaque année, il choisit 7 athlètes dans plusieurs disciplines différentes pour recevoir comme un Oscar, un peu dans le monde du sport. Moi, en 2001, j'ai gagné dans le sport d'extrême. Et puis, Monsieur Rupert, Johan Rupert, il est venu vers moi et puis il a enlevé sa montre, qui était une Panerai. Il mettait sa montre autour de mon bras et puis il dit « Mike, depuis aujourd'hui, tu vas porter que un Panerai ». Et puis c'était comme ça que notre relation a commencé. Et puis c'était pas moi qui étais un explorateur pas connu, je faisais pas des choses commercialement. D'avoir du soutien de Panerai me permettait de commencer de rêver beaucoup plus grand. Ça veut dire que ça fait 24 ans maintenant que je suis ambassadeur, mais je ne suis pas un bon ambassadeur pour Panerai. Je teste, oui, leur monde dans les conditions d'extrême. Panerai a déjà sauvé ma vie où je l'ai utilisé comme un coinceur et je fais un rappel avec une corde autour de la boîtier. Et pour moi, si on parle d'un monde qui est dans l'exploration, je ne pense pas qu'il y a un autre monde qui a fait autant que Panerai pendant les dernières 34 ans. Alors, on comprend mieux ton rôle d'ambassadeur, même si tu ne te considères pas comme ambassadeur, mais plus comme testeur de leur montre. Mais aujourd'hui, tu es bien plus que ça, bien plus qu'une égérie ou un ambassadeur, car il y a certains clients qui ont eu, à l'occasion des montres que tu as créées en collaboration avec Panerai, l'occasion de vivre une expérience d'aventure made in Mycorn et à tes côtés. Comment ça s'est passé? Ah ouais, mais ça c'était une super idée de Jean-Marc. Quand il me disait, mais écoute Mike, est-ce que tu vois quoi, il est venu vers moi et puis il me demandait si je voulais amener des gens avec moi. Et je dis, mais bien sûr, Yann, si tu fais une montre avec une expérience qu'on peut partager des émotions qu'on vit à travers l'aventure avec quelqu'un qui achète une montre et on connecte les émotions intellectuelles avec une pièce. Tu comprends ce que tu portes et ce que ça... Et ce pourquoi c'est fait. Ouais, pourquoi c'est fait. C'est pas juste écrit sur le site internet où on te l'explique pas juste en fait. Exactement. Et puis en plus aussi, après Panerai qui me donne un peu de la liberté de pousser un petit peu les limites des gens. Pour moi, c'est la manière que moi, comme explorateur, peux partager ma passion avec quelqu'un qui est passionné de montres. Et s'il vit quelque chose qui est unique, ça va le connecter, mais pour toujours à Panerai. Et c'était un peu ça, la raison pourquoi moi j'étais tout de suite d'accord. On va faire vivre les gens en expérience unique.
Alors, en horlogerie, alors, par essence, il est question de temps. Quel est ton rapport au temps? Alors, d'abord, lorsque tu es en exploration, et puis de manière un peu plus personnelle par rapport au temps qui passe. Oui, il faut comprendre que pour moi, c'est un instrument de navigation. C'est pas nécessairement un instrument qui me donne l'heure. Parce que quand tu es toute seule au pôle Nord, au fin fond de la Sibérie et tout ça, l'heure n'est pas importante. Mais l'heure est importante seulement parce que le soleil est toujours à la même endroit, à la même heure. Et c'est pour ça que je veux savoir quelle heure c'est vis-à-vis de la position du soleil, la lune ou les étoiles pour avoir une idée sur l'orientation, la direction. Ça veut dire que l'heure me donne la direction. Et puis si je vais aller au pôle Nord et je commence d'aller plus vers l'Est ou vers l'Ouest et tourner au Sud, c'est parce que je suis perdu. Ça veut dire que c'est un instrument de navigation pour moi. Après, aussi, il faut comprendre que quand tu vas dans les régions très froides, que les cristals liquides gèlent à moins 18, tu ne peux pas prendre un boussole, ou tu ne peux pas prendre un GPS, tu ne peux pas prendre un Apple Watch ou un truc comme ça parce qu'il gèle. C'est un liquide qui allume à l'intérieur de ta montre LCD. Et puis là, quand ça gèle, tu n'as plus rien. Après, les boussoles, ils tournent en rond. Parce que tu honores les champs magnétiques. Et quand Panerai commençait à faire des montres pour moi, c'était des montres, jusqu'à maintenant, qui étaient spécifiques à mes besoins. Ça veut dire que des montres amagnétiques, des montres double caisson, des lubrifications complètement différentes, que même si on met de l'huile, ça gibre et ça ralentit tous les mouvements. Et quand tu as une montre qui perd l'heure, tu commences à perdre aussi la direction. C'est pour ça, en fait, c'était pour moi un instrument d'abord de navigation. Maintenant, pourquoi l'heure? Pourquoi les secondes est important pour moi? Tout simplement parce que la vie a 30 000 jours, en moyenne, jusqu'à 82 ans. La moitié du temps, on dort. 15 000 jours, on dort. Ça veut dire que tu as 15 000 jours où tu peux vraiment faire des choses que tu as envie dans la vie, qui te rendent heureuse. Et c'est pour ça que je dis, mais jusqu'à 50, tu ne vis pas vraiment, quoi. Tu as encore dans tes pampers, tu fais encore pipi au lit, et puis il y a des petites choses comme ça qu'on ne maîtrise pas. Et après, les dernières 5 ans de notre vie, on retourne un peu dans cet état, mais plus vieux. C'est-à-dire que, en fait, les jours qu'on peut faire des choses est limité. On a peut-être 10 000 jours dans la vie où on peut vraiment faire des choses. Et maintenant, je suis là et puis on parle. Mais chaque seconde passe. Et puis pour moi, cette seconde et les secondes qui passent, c'est des secondes que je ne veux plus jamais avoir de ma vie. Et puis pour moi, chaque minute, chaque heure, chaque jour est important. Parce que j'ai encore des rêves que j'aimerais bien réaliser avant mes 30 000 jours arrivent au bout. Si j'ai la chance, oui, je veux vivre un tout petit peu plus que 30 000 jours. Mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas que je veux même arriver à 30 000 jours. Ça veut dire que, à travers de ce que je fais, j'ai opté d'avoir une vie intense, pleine d'émotions, et qui est plutôt une vie courte mais large, où on prend plein de risques, qu'une vie longue et étroite qui est un peu chiante. J'aime bien l'image. Merci. Et quand tu pars à l'aventure, quel modèle tu portes? Et d'ailleurs, souvent, on te voit, que ce soit dans les reportages ou les photos de tes aventures, ta montre, elle n'est pas souvent au poignet. Parfois, tu l'accroches. Parce qu'en fait, quand il est au poignet, il fait tellement froid que, en fait, la boîtier colle. Mais ça gèle au pot, et quand tu l'enlèves, tu arraches le pot avec. Ça veut dire que quand il est toujours suspendu, et puis il ne rentre jamais dans la tente avec toi, on garde la température constante. Parce que si tu rentres dans les salles de couchage avec ta montre,
c'est justement là que, en fait, l'huile, il chauffe. Et puis, il va devenir beaucoup plus liquide et ta montre, il peut accélérer. Ça veut dire que juste l'huile qu'il utilise, il faut essayer de le garder aux bonnes températures constantes qu'il garde toujours là. C'est ce modèle que tu portes Oui, ce modèle submersible, toujours. J'ai eu plusieurs montres qui étaient faites pour moi. Maintenant, je pense qu'il y a 5 ou 6 montres spéciales pour mes expéditions. C'est des montres qui arrivaient à 8000 mètres, aussi bien qu'en fait au pôle Nord, au pôle Sud, qui a traversé la jungle. Et ces montres, chaque montre est faite pour une expédition spécifique. Et dans ta vie de tous les jours, tu portes quelle montre? Dans ma vie de tous les jours, je porte une montre, ouais. Pour moi, ça fait partie un peu des bijoux que l'on peut porter. Hein. Je veux dire que je n'ai pas de tatouage, ou je n'ai pas des boucles d'oreilles ou un truc en travers où ils mettent leur piercing et tout ça. Mais tu as toujours une montre au poignet. Mais ça a devenu un partie de mon identité. Et puis quand moi, je me vois comme un privilégié qui a porté un seul montre pendant 30 ans. Et puis quand tu dis que les gens, quand ils me voient, et puis eux, ils sont achetés un Panerai ou ils sont devenus en contact avec cette brand, cette marque de montre. La première truc qu'ils me demandent, c'est de voir ma montre. Et puis, moi, je suis tellement fier de le montrer, ma montre, avec mon nom, qui a fait ce que peut-être les autres gens sur la planète ne voulaient pas faire. Et ça, c'est presque comme un tampon un tampon de vérité qui est donné à ce que, en fait, qui donne l'authenticité de ce que moi j'ai fait ça avec cette montre-là. C'est un stamp of approval, comme on dit. Elle est tellement présente sur le poignet que lorsque tu ne dois pas porter de montre, ça doit être quand même étrange. Hein? Ouais, ça veut dire qu'en fait, quand il est présent, c'est un 47, tout simplement parce que j'ai besoin de voir. Il doit être allumé, parce que quand j'étais au pôle Nord, c'est pendant la nuit. Il y a 3 mois de nuit, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour. Ça veut dire que je ne peux pas être là. Et avec mon âge, mes yeux, ils sont un petit peu, ils diminuent et tout ça. Mais que je veux dire, c'est qu'une montre que tu vois à l'heure et tu ne dois pas... À la première seconde. Tac. Et puis, tu n'as pas de temps à perdre. Tu es là pour marcher, pas pour regarder l'heure. Et quand tu veux savoir quelle heure c'est, parce que tu veux regarder si tu es toujours sur une bonne trajectoire, tac, il te donne l'information tout de suite et tu avances. Mais justement, dans la continuité, on en a un petit peu parlé, quelle est ton intervention avec Panerai sur la conception des montres? Comment tu les guides, les ingénieurs, je ne sais pas, d'un point de vue design, d'un point de vue technique, est-ce que tu as ton mot à dire? Tu leur dis, oui, ça, il faut améliorer parce que pour l'exploration, c'est pas possible, pour telle température, c'est pas possible. Tu as eu un vrai échange avec eux concrètement Au départ, quand la relation a commencé, il y avait un vrai échange. Mais maintenant, ça fait 30 ans qu'on a parcouru un peu tous les éléments que la nature peut nous fournir, si tu veux. Ça veut dire d'y aller à 8000 mètres, d'y aller au fond de la mer, pour aller au pôle Sud, pour aller au pôle Nord, pour aller dans la jungle, pour traverser la mer, pour aller dans les déserts. Maintenant, on a fait. Ça veut dire que design, la montre, il reste comme il a resté. Mais après, si moi j'arrive et je dis, je veux une montre qui peut résister à moins 60, une montre qui peut aller à plus 50 degrés, une montre qui ne gèle pas, une montre qui s'allume pendant la nuit, que je le vois clairement et tout ça, une montre amagnétique, comme ça les champs magnétiques n'ont pas d'influence. Là, je donne un cahier de décharge aux ingénieurs, et puis c'est eux qui designent après une montre avec les look Panerai autour de mes besoins.
Alors toi qui es souvent en contact avec la nature, évidemment les considérations écologiques, c'est quelque chose qui te parle. Est-ce que tu trouves que justement les manufactures selon toi vont assez loin et quel est d'après toi l'impact que Panerai pourrait avoir sur ces problématiques? Moi, 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 j'étais allé voir Jean-Marc un jour en disant qu'écoute, Jean-Marc, j'ai vu notre planète change. Après 4 ans, en dormant dans une tente, puis à 8000 mètres dans la jungle et tout ça, je vois que, en fait, mon terrain de jeu est en train de changer. Et puis, à l'époque, j'étais aux Philippines avec mon bateau. Et puis, des jours à venus où il fallait changer l'axe du gouvernail. Parce qu'après 27 tours du monde, l'axe, en travaillant tout le temps avec ton gouvernail, qui tourne les bateaux tout le temps, la métal devient un peu fatiguée. Et il faut juste le changer parce que si tu perds ton gouvernail, tu es un peu dans la caca. Et puis, c'est justement là où j'étais là avec la pièce du bateau. Et puis, je disais, mais il faut faire des montres avec ça. J'appelle Jean-Marc, je dis, mais il faut donner une deuxième vie à ces bouts de métal qui est meilleur inox que tu peux trouver. Et je suis sûr que ça peut faire une montre. Et je l'envoie à Neuchâtel. Ils passent les lasers, ils regardent la qualité du métal et ils disent, mais écoute Mike, c'est idéal. Et là, ils ont fait un tourbillon avec l'axe. Ça veut dire qu'ils ont donné une deuxième vie à un axe que normalement, il va à la poubelle. Et c'est justement là où, en fait, Panerai a fait leur premier geste d'en donner une deuxième vie aux choses et de trouver des choses qui étaient soit recyclées, parce que dans les cerveaux des gens, quand tu recycles quelque chose, peut-être c'est une qualité inférieure ou peut-être c'est pas bien pour une marque de luxe de faire ça. Mais moi, je dis que tout le monde doit commencer de donner une deuxième vie à tout, parce qu'on consomme tellement de notre ressource naturelle que même pour toutes les luxury brands, tout le monde qui est dans les luxes doit maintenant mettre ça comme leur priorité. Relever ce défi. Et Jean-Marc, il a fait une liste. Il y avait une seule pièce dans la montre qu'il ne pouvait pas recycler à l'époque. Et puis, il a mis aux dispositions de tous les fabricants des montres de dire, mais ça c'est Eco-Titanium, ça on peut faire recycler avec l'inox ou stainless steel, ça on peut faire avec les bracelets. Et tout le monde aujourd'hui utilise en fait aussi que Jean-Marc Panerai a mis en place pour avoir un business qui est beaucoup plus durable. Parlons un peu maintenant de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, années. Quels sont tes projets avec Panerai? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle montre qui va sortir, une expérience avec des clients? Est-ce que tu peux nous Ouais, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais je vous dis quand même. Ça veut dire que là on a préparé une autre montre, une édition de nouveau un peu limitée, qui est accompagnée avec une expérience. Et cette expérience va être un butane. Et butane, pour moi, c'est certainement à cause de mais leur philosophie de protéger leur pays, de protéger leur culture, a devenu mais vraiment un lieu exclusif. Parce que tu ne peux pas juste aller. Il ne prend qu'un certain nombre de touristes par année. Et puis, d'abord, tu dois faire une application de visa. Et si leurs 10 000 visas c'est terminé par année. Et en même temps que nous, on prépare ça depuis deux ans là maintenant, ça nous donne aussi l'opportunité de mettre en place pas seulement l'exploration dans la montagne ou les dépassements de soi, mais aussi une expérience culturelle
avec les gens qui est fiers de leur culture. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tellement dilué notre culture, ce qu'on veut faire, nos intérêts, parce qu'on est tellement connecté à beaucoup de sources d'informations, on ne sait plus ce qui est vrai ou pas vrai, que là, tu vas retrouver de nouveau, par un exemple, disons, local, ce qui est vrai, ce qui est important pour eux, ce qui doit être important pour nous. Et ces voyages, ce n'est pas seulement, comme je dis, un dépassement de soi, mais c'est une réflexion un peu sur notre vie de tous les jours. Et de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et comment nous, on vit par rapport aux gens et de prendre conscience des choses. Exactement. Des fois, on râle parce qu'on n'a pas notre café exactement à la bonne chaleur qu'on veut. Ou ça arrive 10 minutes trop tard et puis on a attendu 5 minutes trop longtemps. Mais on a devenu un peu, je ne peux pas dire débile, on n'est pas débile, mais on a devenu peut-être une victime de nos besoins. Et nos besoins n'est pas... exactement. Et pas vraiment le besoin d'être humain dans les conditions un peu où on est plus exposé à la nature. Et d'un point de vue personnel, alors, quelles sont tes prochaines expéditions? Là, je suis actuellement sur une expédition qui s'appelle What's Left, ce qui reste sur la planète. Et je revisite un peu des endroits où j'ai exploré pendant 30 ans et je le compare avec la situation actuelle. On vient de rentrer après une année en Groenland où on a fait pas mal de recherches dans les lacs gelés sur les microplastiques, en fait, pour voir si où personne habite, notre planète est polluée. Parce qu'après, quand la glace fondre, ça va arriver dans la mer et les poissons vont bouffer ça. Ça veut dire qu'il y a un côté qui reste aventure, il y a un côté qui reste un tout petit peu l'exploration, et puis après aussi un petit touche de recherche scientifique. Mais moi, je reste un explorateur. Je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que la jeunesse est un peu angoissée par la future de notre planète. Il faut qu'on leur donne l'espoir d'avoir des enfants, on leur donne l'espoir de vouloir sauvegarder en fait notre nature. Il faut leur donner aussi un peu des responsabilités parce qu'eux, ils peuvent changer les choses. Et plus les vieux gens comme moi, par exemple. Et puis si je peux inspirer la jeunesse en travers de ce que je fais aujourd'hui, ça peut être un rôle que je peux remplir relativement facilement. Et puis l'inspiration est importante pour chacun de nous. Comme moi, je recherche l'inspiration et moi, j'aime bien aussi, en fait, plus partager ce que je fais en essayant d'inspirer, en fait, le maximum de gens que je peux. Tu rentres vraiment dans une logique, effectivement, de partage, de exactement, de partage et partager aussi avec ma famille. Maintenant, quand on a traversé pour la première fois Groenland avec ma fille, c'était une grande expédition, et puis des hauts et des bas. Et puis, quand tu vois qu'il y a une génération maintenant qui suit, et toi, tu arrives un peu vers tes jours d'expiration, et puis la jeunesse te le donne les bonnes valeurs. Mais comme on dit, il faut qu'on fait grandir notre couille un peu. Et c'est le courage d'affronter des problèmes que notre société va vivre dans la future. Alors, nous voilà armés plein de courage et d'inspiration pour vivre de nouvelles aventures. Si justement nous, on n'est pas capable ni prêt à relever les mêmes exploits et au moins 60, mais si tu devais nous conseiller une destination qui serait vraiment où on vivrait une aventure extraordinaire, où on découvrirait des paysages incroyables et qui serait waouh, ce serait laquelle? Et à notre portée, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la réponse ne va peut-être pas être ce que tu veux attendre, mais s'il y a une destination que tu dois vraiment trouver et tu dois vraiment visiter,
c'est là-dedans, la tête. Ça, c'est la destination qui est un peu floue, parce que tu peux aller partout au monde et trouver de la beauté, si tu es bien, en fait, dans la tête. Et si je peux vous donner un conseil, je dis plutôt planter des fleurs dans la tête que des mauvaises herbes. Parce qu'après, la beauté, tu trouves partout à travers de comment tu penses et comment tu vois les choses. Et pour moi, c'est ça qui est important. Si on fait ce qu'on fait bien, on peut faire. Chacun de nous a un talent. Et si on fait ce qu'on aime bien faire, si on fait ce qu'on fait bien avec ces talents qu'on a, si on fait quelque chose qui apporte un peu la valeur aux autres sur la planète, et si on peut gagner un peu d'argent, ces destinations, tu vas trouver. Et ce n'est pas vraiment géographiquement sur notre planète, c'est à l'intérieur de nous. Merci Mike. Mike, merci beaucoup. J'espère que tu vas continuer encore longtemps à nous faire rêver. Moi, je suis le premier rêveur. Hein. Et si tes rêves, ils ne te font pas peur, ils sont trop petits. Il faut oser de rêver grand dans la vie. Merci beaucoup. Avec plaisir.